Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 50 ans, l'Afrique s'est donné rendez-vous à Addis Abeba pour tenter de taire les frontières arbitraires créées et entretenues par le colonisateur. De jeunes leaders africains, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere et d'autres ont embauché la trompette et réclamé l'unité du continent. Que reste-t-il de ce combat? Qu'est-ce que la Guinée a apporté à l'organisation de l'unité africaine? Sur ce plateau, Elhadj Biro Kanté et Elhadj Aboubacar Sampare pour nous remémorer, pour lire quelques pages de notre histoire. Elhadj Biro Kanté, bonsoir. Bonsoir, camarade Brian Moussa. Et alors, pourquoi ce besoin d'aller à Addis Abeba? Pourquoi ce besoin de réclamer l'unité du continent en 1963 alors que chacun individuellement avait réclamé et obtenu son indépendance? Je voudrais vous remercier là. Sincèrement, sans démagogie ni opportunisme, remercier le président Alpha Condé qui a permis un tel débat, une telle réunion que j'attendais depuis le 3 avril. Et vous avez parlé de l'unité africaine, de l'OIA. Le PDG RDA que dirigeait le président Ahmed Sékou Touré a, dès le 14 septembre 1958, lors de la première conférence nationale du PDG, s'est défini pour une Afrique unie. Voici la résolution issue de cette première conférence. C'est publié dans le journal Liberté, organe du RDA. Ça, c'est quelle année? C'était un journal qui date de septembre 1958. Si vous voulez que nous lire, non, je vous prie. Et là, pour la mémoire. Oui, non, la mémoire, si, on va lire ça après. Oui. Voilà. Non, je continue. Voilà. Lire cette résolution. Elle indiquera, elle éclairera tous les Guinéens, tous les Africains, que la Guinée, avant de prendre son indépendance, avant le vote, a invité tous les Africains, travailleurs, étudiants, à s'unir pour faire l'unité africaine. Donc en quelque sorte, le PDG, en ce moment, voyait déjà les grands défis qu'il attendait et se disait qu'il n'est pas possible de relever ces défis seul, n'est-ce pas? Pour faire face à ces défis, il fallait une unité de tout le continent. Est-ce qu'en d'autres termes, on peut dire que le PDG a été le pionnier de la naissance de l'OUA? Absolument. Je vais vous le prouver et il le confirmera. Allez-y. Dans sa constitution, en son article 34, relations interafricaines, dans la constitution, donc les autres n'étaient pas nés encore, ils n'étaient pas État encore. Le PDG disait ceci, pardon, je n'avais pas mes lunettes, disait, disait, l'article, le PDG disait ceci. L'article 34, oui. Relations interafricaines. La République peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Bon. Ces États qui s'agitent. Alors, vous étiez du PDG, oui. Vous étiez en train de réclamer la paternité de l'organisation de l'unité africaine. Absolument. C'est vous qui avez appelé les Africains à aller à Addis Abeba? Nous avons envoyé, après la proclamation de l'indépendance, dans la lutte acharnée que le colonisateur a menée contre nous, nous avons essayé de rassembler tous les Africains. Nous les avons aidés. L'Algérie, qui a déclenché la première guerre, qui a ébranlé la France, a été aidée par la Guinée. Moi, j'étais jeune gouverneur à Kouroussa, quand les armes
destiné à l'Algérie combattante et livré par les pays socialistes, transité par la Guinée, qui pouvait oser le faire, si elle l'acceptait, si ce n'était pas le président Sékou c'est pas la Guinée et le Mali de Modibo Keïta. Nous l'avons fait. Dites-nous ce qui s'est passé concrètement à Addis Abeba. Nous avons lancé cette idée dès notre accession à l'indépendance. Avant l'accession à l'indépendance, c'est-à-dire le 14 septembre, on a lancé l'idée. Et la constitution, la première constitution qui est l'une des meilleures constitutions. Oui, mais vous avez mis l'idée le 14 septembre 1958. Il y avait d'autres Africains qui n'avaient pas. Oui, Kwame Nkrumah en parlait déjà avant 58. Il parlait de l'africanisme, je suis d'accord. Mais attendez, nous étions le 10e État, on était le 10e État africain. Le 10e État africain indépendant, c'est vrai. Je vous dirai tout de suite. Selon des livres d'histoire, il semblerait que même déjà en 1949, Sékou Touré parlait déjà de l'unité africaine. Bon, alors de ce fait qu'il ait parlé et qu'il parlait, maintenant il a mis en action, en pratique, toutes ces idées d'africanisme, d'africanité, d'unité africaine. Il l'a lancé dès 14 jours avant les élections. Vous permettez, monsieur Yamoussa, le panafricanisme remonte au 19e siècle. Depuis la traite des Noirs, les esclaves qu'on transportait de l'Afrique en Amérique avaient dans leur conscience le souci de retour en Afrique. Au début du siècle, du 20e siècle, nous avons eu des penseurs noirs qui ont structuré cette velléité, cette tendance. Je vous citerai par exemple Marcus, qui a beaucoup écrit sur l'existence d'un pays noir uni, où les peuples se retrouveraient en liberté. Après, Williams Dubois. Mais le panafricanisme militant est arrivé quand il a été question de l'indépendance et de l'unité de la patrie africaine. Les principaux animateurs, c'est Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Kwame Nkrumah a pris l'indépendance le 6 mars 1957 et la Guinée le 2 octobre 1958, un an après. Mais ce que nous avions fait déjà, les jalons qui avaient été posés par la Guinée n'avaient pas été posés par le Ghana. Nkrumah, il parlait des États-Unis d'Afrique, il parlait du panafricanisme, de la nécessité. C'était des mouvements qui remontaient déjà à sa vie d'étudiant à Londres, avec d'autres Africains. Mais maintenant que l'on puisse formuler ça sur le plan politique, il a fallu la constitution de la Guinée. Bon, merci. Pour parler d'un abandon partiel ou total de la souveraineté, au profit d'un ensemble africain plus grand. C'est à partir de la Guinée, le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, c'est le président Maître Sékou Touré qui a eu le souci de fondre les deux groupes pour créer l'OUA. Des émissaires sont partis de la Guinée pour faire chaque pays africain avec des lettres. Et je me souviens de l'ambassadeur, il était dans la Kassori Bangora, le vieux feu Mohamed Kassori Bangora. Beaucoup d'autres. Ghana. Ibrahima Diallo, Abdoulaye Diallo, Ghana, qui ont parcouru l'Afrique d'État en État pour porter le message. Avec l'aide de Mohamed V, de Nasser et de Bourguiba. Le message a fini par être accepté par tout le monde. Et c'est ce qui a permis la réunion en 1963 à l'OUA, la naissance de l'OUA à Addis Abeba. À l'époque, moi, je faisais la 11e. Je préparais mon premier baccalauréat. Mais nous avons suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qu'on disait en ce moment dans les universités, dans les lycées, parlant de ce qui s'est passé à Addis Abeba? Comment vous voyez cela? Comment vous le commentiez? C'était le rêve. Tous les élèves étaient très politisés. Ah oui. Au temps colonial, quand on me voyait avec un journal, vous étiez licencié automatiquement. Oui, mais ça, en 63, on était déjà indépendants. C'est pour faire comparaison. Quand nous sommes devenus indépendants, la politique est devenue pratiquement la pratique de tous les jours. Suite à notre grève de 1961,
les établissements scolaires ont été érigés en cellules du parti, dépendant de la JRDA. Chaque établissement avait un comité de coordination, des comités de classe et des responsables de classe. Et l'idéologie était enseignée systématiquement. C'est ce qui fait que quand il y avait des actualités de ce genre-là, nous étions tous collés à la radio. Obligé ou bien vous le faites? Pas obligé, de façon spontanée. On n'était pas obligé, hein. Il y a une ferveur qui gagnait la jeunesse. Ah ben, si les lycées sont transformés en cellules du parti. Non, on n'était pas obligé. Je vous assure qu'on n'était pas obligé. T'interrompre. Il y avait parmi nous qui n'étaient pas contents naturellement, toujours. Oui. Mais non, mais la grande majorité était passionnée. Mais les responsables étaient élus démocratiquement, hein. Ça je vous le dis. Les responsables dans les écoles, dans les établissements étaient élus par l'ensemble des élèves. Donc il y avait... La coupe du PDG? Non, mais dans tous les cas, la coupe du PDG, oui, le PDG éduqué, et que vous n'allez pas, tu ne pouvez pas voir dans la rue aussi tant d'enfants qui traînent sans travail, qui ne peuvent pas aller à l'école, et des hommes comme vous et moi, dont les pères n'étaient rien. Nous les avons scolarisés. Il fallait d'abord diriger. Aujourd'hui, les diplomates guinéens ont fait le tour du continent pour rassembler, pour inciter les gens, pour encourager les uns et les autres à aller à Addis Abeba. Alors, Addis Abeba, qu'est-ce qui a été obtenu à Addis Abeba? La fondation de l'unité africaine, les bases, l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, avec un certain nombre d'organes. Cela a été obtenu à Addis Abeba. Addis Abeba, il semblerait qu'il y avait deux tendances. Une première dirigée par, je crois, le groupe de Sékou Touré et Kwame Nkrumah qui voulait une unité totale, une fédération. Sa tendance était les États-Unis d'Afrique. Un seul pays. Un gouvernement continental, fédéral, unitaire, et un État, si tu veux, un État unitaire. Et les Senghor qui défendaient. Alors que le président américain Sékou Touré, c'était par approche modulaire. Il a proposé l'approche modulaire, c'est-à-dire des regroupements régionaux d'abord, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, etc. Et les Senghor, évidemment, c'était une autre thèse qui voulait que les États soient réunis, chacun étant par approche successive. Parce que déjà, le président Houphouët animait l'entente qu'il avait créée contre le Mali. Le CAM. Le Mali, c'était le Sénégal et le Soudan, hein, le Mali actuel. Finalement, ce Mali a sauté, a éclaté. Le Soudan a gardé le nom Mali. Mais Houphouët Boigny avait déjà préparé l'entente contre le Mali. La fédération du Mali. Voilà. Et là, cette approche modulaire dont vous parlez, de Sékou Touré, est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, il fallait fédérer d'abord les États qui étaient et ensuite aller en Afrique centrale en faire de même? C'était une approche progressive? J'ai envie de comprendre un peu. Ça se faisait progressivement ou ça se faisait comment? Au temps colonial, quand il y avait la loi cadre, il y avait déjà cette bataille de la fédération et des États unitaires. La loi cadre, Gaston Defferre, était une façon d'endiguer le mouvement d'émancipation de l'Afrique pour la mettre sous contrôle. La guerre d'Algérie avait éclaté, la guerre du Vietnam venait presque de s'achever. Donc, on a eu peur que l'Afrique noire, par exemple de ces deux-là, ne s'émancipe aussi de façon totale parce qu'il y avait partout des mouvements de velléité d'indépendance. À Madagascar, le mouvement a été réprimé de façon sanglante. Alors, pour endiguer cela, le ministre Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur en France, a fait une loi cadre qui a été adoptée et qui reconnaissait au territoire une autonomie relative. Je vais laisser le doyen en parler tout à l'heure parce qu'il l'a vécu. Moi, je l'ai appris. Bon, je l'ai vécu en tant qu'élève, mais lui, il l'a vécu en tant qu'acteur. Alors, cette loi cadre permettait à chaque territoire d'être une entité autonome. Le parti majoritaire mettait en place le gouvernement et le gouverneur du territoire était le président du conseil de gouvernement. Tandis que le secrétaire général du parti majoritaire était le vice-président. Ça a été le cas en Guinée.
le président Sékou Touré, par son intelligence politique, a tellement exploité les dispositions de la loi cadre qu'il a été traduit devant le Conseil constitutionnel. Pour avoir les Français l'accusé d'avoir en abusé. Parce que la Guinée était indépendante en 1958 avant De Gaulle. Partout, les colons avaient été remplacés par des administrateurs du PDG. Doyen. Bon, maintenant je vous remercie. Et en 1957, moi j'étais maire élu de Béla. Donc avant même le vote de la loi cadre, en 1953, lorsque le président a été élu conseiller territorial de Béla, comme le disait tout à l'heure mon camarade Yamoussa. Il semblait que c'est vous qui avez cédé votre place à Sékou Touré. Le président M. Sékou Touré a été élu. Non, je rectifie ça, je ne voudrais pas, quand il n'est pas là, dire que j'ai cédé ma place. Oui, mais l'histoire, disons l'histoire. Est-ce que cela s'est passé? Est-ce que vous avez cédé votre place au président? Oui, il semblerait. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous dites, vous avez lu dans les livres, vous avez entendu. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai un témoin devant moi, je pose la question. Dites-moi oui ou non. Que j'ai cédé ma place. Hein. Voilà. Que vous avez permis, vous avez accepté de taire vos ambitions, vous avez laissé. Voilà. Je pouvais me présenter. Je ne me suis pas présenté. Pourquoi? Parce que quand le président... Non, parce que quand tu es capable et plus capable que moi de mener. Et lorsque, je vous assure, il a été élu le 2 août 1953, c'est qu'il a été élu, il m'a dit neutral. Il m'a dit le lundi 3 août 1953, le président Sékou Touré m'a dit quelque chose. Il m'a serré la main. Moi, j'étais à bicyclette, lui, il était à pied. Il me dit, Bureau, tu ne regretteras jamais ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai participé, je n'avais même pas mes 22 ans. J'ai lutté pour qu'il soit conseiller, il l'a été. Et quand, laissez-moi continuer. Aux mêmes élections, Mamba Sano, qui était alors président, député à l'Assemblée nationale, est venu à Béla, candidat aux mêmes élections. Il m'a été recommandé à moi par un administrateur, Emmanuel Deriam, qui était commandant de cercle de Béla. Il m'a envoyé une note. Bureau, je te recommande la candidature de Mamba Sano. Je sais, si tu veux, il sera élu. Malheureusement pour Mamba, le président Sékou était venu avant. Malheureusement pour lui, j'ai grandi dans la case de la grande sœur de Sékou Touré, ici à Temeltaï, chez Bala Camara. Mais l'administrateur avec lequel j'ai travaillé, parce que j'étais un grand commis, comme il fut un grand commis de l'OUA. C'était un grand commis, ce n'était pas un grand politique. Moi, j'étais un grand commis, quoique trop jeune. Il m'a dit, il est un administrateur colonial qui dit, je sais que si vous l'aidez, il sait. Parce qu'en moins de 3 ans, j'ai neutralisé les 12 chefs de canton de Béla. C'est pourquoi quand il disait tout à l'heure que sous la loi cadre, nous avions déjà le pouvoir en main. C'est vrai. Il y avait 12 chefs de canton, nous les avons neutralisés. Personne ne pouvait sortir de sa maison sans nous demander l'autorisation. Et moi, je n'avais pas une paire de chaussures. Et vous avez dit tout à l'heure que l'idéal, c'est vrai. Et là, j'ai envie qu'on reparte un peu en Éthiopie. Bon, alors allons-y. Puisque nous parlons de l'OUA, dites-nous laquelle des deux tendances a vaincu sur l'autre? Parce qu'on disait qu'il y avait divergence entre deux partis. Les tendances, vous avez un cœur du PDG. Et si vous voulez, comme vous êtes directeur de la radio, vous sortez ce cœur-là aujourd'hui ou demain. Recherchez, l'OUA vaincra. Je vous prie, au nom, pas de la révolution, mais au nom de notre peuple. Bembéya l'a chanté à Alger. Dès après cette émission, on va mettre ce morceau. Voilà, l'OUA vaincra. C'était d'abord le troupe fédéral qui a initié le chant. Et pourquoi l'OUA vaincra? Ce n'était pas au sein de l'OUA. Il y avait, comme il le disait,
Je crois qu'il y a eu deux tendances à Addis Abeba et les participants à la conférence d'Addis Abeba ont décidé de se séparer et de se retrouver plus tard pour examiner les deux tendances. Je crois que ça s'est passé comme ça, n'est-ce pas? Ce que je vais vous demander, Elhadj Abubakar Sampae et Elhadj Biro Kanté, 50 ans après, quand on regarde les ambitions et les décisions qui ont été prises ou envisagées à Addis Abeba, qu'est-ce qui a été réussi aujourd'hui? Ce qui a été réussi, c'est d'abord l'indépendance. Bon. Le mot d'ordre, c'était l'indépendance et l'unité de la patrie africaine. Bon, les pays qui étaient représentés à Addis Abeba étaient indépendants. Oui, s'il vous plaît. Ils étaient indépendants. Il y avait combien qui étaient encore sous le joug? Combien L'apartheid était là. Il y avait beaucoup de territoires, les territoires portugais n'étaient pas encore libérés. Donc l'une des recommandations de la rencontre d'Addis Abeba, c'était de permettre aux pays encore sous le joug colonial de recouvrer leur indépendance. Atteindre aujourd'hui. C'est que le atteint aujourd'hui, il n'y a plus de territoire sous colonisation. Bon. Tout est libéré. Maintenant, nous sommes attelés maintenant à réaliser l'unité. C'est là aussi on est à l'Union africaine. Aujourd'hui, qui est une formule d'avenir par rapport à l'OUA. L'Union africaine se propose de réunifier les États africains et de créer des organes communs en vue de la constitution des États-Unis d'Afrique. Et puisqu'on parle de bilan, le bilan, c'est positif. De 63 à 2002, puisque c'est à cette période-là que l'OUA a existé, dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du travail effectué par cette organisation pendant cette période. Ce qui m'amène sur ce plateau, si je suis venu, c'est pour d'abord dire ce que la Guinée a eu à faire pour l'indépendance africaine, pour la construction de l'unité africaine. Nous savons parler de l'indépendance. Et à la création de l'OUA, les objectifs n'étaient pas atteints comme il l'a dit. Tous les territoires africains n'étaient pas libérés. Le président Sékou Touré a dit dans sa première déclaration à la tribune des Nations Unies, alors ce jour-là même, que Houphouët-Boigny était seulement secrétaire d'État français. Il a dit la Guinée ne se sentira libre tant qu'il y aura une parcelle du sol africain, il restera sous domination coloniale. Il l'a dit. Là-bas, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des Nations Unies. C'est ce jour-là d'ailleurs, c'est cette réunion qui a ébranlé le système colonial français. Et c'est vrai, comme le disait toujours quelqu'un à la scène, cette cascade d'indépendance. Et les bonnes sont venues maintenant. Est-ce qu'on peut dire que la Guinée a été le seul ou l'un des rares pays à assumer véritablement ses responsabilités? On sait que la Guinée a contribué à l'indépendance de la Guinée-Bissau, de l'Angola, du Mozambique et même de l'Afrique du Sud. Je vais vous rappeler tout de suite. Je vais vous rappeler les propos d'un de nos tombeurs, du président Lansana Conté, que j'admire, que je respecte. Il nous a dit, quand il a donné le nom de Sékou Touré au palais, nous sommes allés lui dire merci. Il nous a dit non, vous n'avez pas à me remercier. C'est lui qui a libéré la Guinée, et pourquoi pas l'Afrique? Mais comme l'homme est ce qu'il est, effectivement l'homme est ce qu'il est. C'est un de vous qui ont censuré. La RTG a censuré cette déclaration. Mieux, oui, je le dis, je le répète, mieux, quelqu'un d'autre disait, quelques jours après, comme s'il disait à Conté qui a menti, il lui disait à Lola, lors de l'inauguration de la route Zurich-Lola, il dit, Monsieur le Président, c'est le 3 août et c'est le 3 avril que la Guinée a obtenu sa vraie indépendance. La personne est là, elle m'entendra. Et il lutte pour être président de la République. Alors quand on dit cela, le 3 avril 84. Le 3 avril 84, il a dit c'est la vraie indépendance ce jour-là. Vous dites, rappelez-nous un peu la part de responsabilité de la Guinée dans la libération de ces pays-là. C'est-à-dire que suivant les recommandations d'Addis Abeba. Et la Guinée... quand Mandela a été par exemple arrêté, il avait un passeport guinéen sur lui. Oui, absolument. Et non seulement indépendamment de ça, je le disais tout à l'heure, que le président Sékou Touré a autant de mérite, sinon plus,
dans la libération de l'Afrique du Sud que Mandela. Je le précise, je maintiens. Est-ce que vous, doyez... Je m'explique. Il a donné des passeports à tous les leaders de l'ANC. Jean Martin est là, elle le dira. Deuxièmement, quand Mandela est venu ici, à son départ à l'aéroport, le président l'a fait suivre parce qu'il a dit au président, nous allons déclencher la guerre. Je vous assure. Mandela l'a dit d'une manière timide dans son livre. Le président a donné de l'argent. Il va témoigner. Je vous donne de l'argent. Vous allez ouvrir un compte en Suisse que je vais alimenter pour la lutte pour l'indépendance. L'argent, il a donné. Ensuite, envoyez-moi les gens. Le père de l'ancien président, là, comment il s'appelle, est venu ici se former. On les a formés ici au camp. Qui pouvait le faire si ce n'est pas... Le président secrétaire a dit un peuple ne vaut que ce que vaut sa tête. Il a accepté, il les a fait venir, les militaires les ont formés. Et des étudiants sud-africains qui étaient dans nos universités. Bon, alors, qui a fait? C'est pas structuré. Franchement. À propos de la monnaie. On viendra. De l'argent qu'il a donné. Parlons de la chose. Quand il a donné, vous parlez de l'Algérie. C'est vrai, l'Algérie a déclenché. Mais la Guinée a aidé l'Algérie. Oui. Les armes, moi j'étais gouverneur à Kouroussa en 50, en 60. Les armes qui passaient, qui étaient données par les pays socialistes, passaient par la Guinée. Le président Bouteflika. Oui, non, attends, Bouteflika, est-ce qu'il a parlé de secteur depuis qu'il est... Pardon, tu m'as continué. Vous comprenez? Tous ces hommes-là ont été ingrats vis-à-vis de la Guinée et surtout vis-à-vis du président secrétaire. C'est pourquoi chaque peuple paye. Je vais vous donner une petite histoire. Un de mes camarades, qui n'était rien avec moi, Béla, un jour, il a été ambassadeur, tout. Un jour, il a critiqué le président secrétaire. Justin Cap. Il quitte ici, prend la voiture pour aller à Cancan. Il se casse la tête. Je brise le cou. Il n'est plus revenu. Il a brisé le cou? Il est mort dans un accident. C'est pour te dire que l'homme ne doit pas être ingrat. C'est pourquoi je rends hommage au président Conté, qui a osé. Et Alpha Condé, je le dis hier, avant-hier, tu m'as rajeuni parce que tu as eu ce courage de parler de ce que le président secrétaire a fait pour libérer la Guinée, pour libérer la République, pour qu'il a fait, et ce courage-là encore, parce qu'il a passé à côté lors de sa première visite à Addis Abeba. Alors, attendez. Et là, je voulais donner, je voulais laisser Elhadji Aboubacar Sampare parler un peu de cette aide que la Guinée a apportée au mouvement de libération, notamment l'Algérie en Afrique du Sud. Excusez-moi. Oui, allez-y. Quand la délégation de Mandela est venue en Guinée, le président leur a donné de l'argent en francs guinéens. Alors, ils se demandaient, mais ça veut dire quoi ça? Ils n'ont pas compris. Ils sont allés à l'ambassade de Yougoslavie, je crois, qu'ils ont changé ça en devise. Mais ils ne savaient pas que le président ne voulait pas qu'il gaspille de l'argent. Le jour du départ, maintenant, à l'aéroport, le chef du protocole les a rattrapés avec une caisse pleine de dollars. Bon. C'est avec ça qu'ils ont allés ouvrir le compte en Suisse. Bon, mon fils, et j'ai dit mon camarade. Ce que moi je vais te dire, tu ignorais ça. Ils n'ont pas eu le courage de dire ça. En tant qu'ambassadeur à Paris, à l'histoire. En tant qu'ambassadeur à Paris, il y avait une comptabilité parallèle pour entretenir le mouvement d'indépendance, le mouvement de libération. Bon. Cette comptabilité était appuyée par le président lui-même. La DABM, la division des affaires bancaires et monétaires, n'était pas au courant. C'était de lui à moi. Quand les mouvements voulaient faire un billet, je se déplaçais, je mets le billet. Les frais de séjour. Mais il y avait un certain nombre de mouvements qui étaient recensés. Voilà, quels sont ces mouvements-là? Bon, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait la Guinée-Bissau, il y avait l'Angola. Il y avait la lutte contre Bokassa. Bokassa. Bokassa, oui. Avec Abel Goumba. Comment on appelle? Idi Lala. Idi Lala s'appelait Lamine Kaba dans son passeport.
Bon, il y avait des noms comme ça, on a des noms guinéens. À des Centrafricains, à des Sud-Africains, même le président Sam Moujoma marche avec le passeport guinéen. La première coccinelle qu'il a eu à conduire, c'est ce qu'il a donné. Et de Namibie, Sam Moujoma de Namibie. Oui, Namibie. Merci. Alors, il y a eu des tas de choses comme ça que les jeunes générations ne connaissent pas. Mais ce que je voudrais souligner surtout, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle. Ah, merci. Moi, j'estime que un intellectuel a un devoir d'honnêteté, de loyauté et de vérité pour ne pas tromper le peuple. Ce qui s'est passé, il faut relater cela comme cela s'est passé. C'est la fierté de chacun de nous. Ouais. Mais pour des motifs politiques, pour des raisons politiques, que l'on veuille salir la mémoire d'un homme comme Sékou Touré, je trouve que c'est dommage. C'est sale. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut savoir comment l'a-t-on sali? Mais parce que par le discrédit, comment on appelle, la calomnie, le mensonge. En disant quoi, par exemple? On dit qu'il y a 50 000 morts. Il n'y a pas plus de 700 morts ou 800 morts. Oui, mais il y a des hommes qui sont morts. Il y a des hommes qui sont morts. S'il vous plaît. Non, ce que je veux dire, on parle de l'OIA. Non, s'il te plaît. On parle de l'OIA. Oui. Maintenant, et en ce qui concerne la lutte de libération des pays africains, moi j'étais gouverneur à Kouroussa. Kouroussa ne voulait pas me laisser partir. Le président Sékou Touré a dit, dans un message personnel qu'il a envoyé, bureau, nous avons décidé de vous envoyer, de vous confier la région de Bokeh en raison de sa situation stratégique et économique. Lui Abdraman, qui m'adorait comme son fils, qui était chez moi à Kouroussa tous les vendredis jusqu'au samedi, il était gouverneur, il était ministre à Kankan, est venu spécialement pour dire au président, n'enlevez pas bureau. Il dit non, si nous ne l'envoyons pas, ça ne va pas à la frontière. Avec la Guinée-Bissau. Avec la Guinée-Bissau. Il y avait le Koulipé, qui était lieutenant à l'époque. Koulipé Lama. Il était sous les ordres du colonel. Il est décédé. Bon. Ainsi, nous avons accepté, je privais les populations de Bokeh de leur ravitaillement, sucre, tout. Je donnais aux combattants du PIGC pour que quand leur ravitaillement qui était bien donné par les pays socialistes tardait. Nous avons entretenu. Donc nous avons participé, nous avons contribué donc à la libération de ces différents pays, en envoyant parfois même nos soldats se battre dans les maquis, voilà, de ces... Bon, alors l'autre aspect de l'autre réussite ou l'autre décision ou ambition de l'organisation de l'unité africaine, c'était de réussir l'unité africaine. Oui. Hein, soit former un gouvernement unique, un gouvernement africain, ou bien des fédérations africaines. Qu'est-ce qui a été réussi dans ce sens et pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui? La création de l'Union africaine n'a rien changé si ce n'est pas la littérature. Ou bien ça a changé quelque chose, à votre avis? Non, ça n'a pas changé l'état des choses. On est encore un État souverain, associé de façon volontaire dans le cadre d'une organisation. On appelle l'Union africaine, maintenant. Mais de plus en plus, on met en place des organes continentaux. N'oubliez pas qu'il y a un parlement panafricain qui fonctionne. Et qui a quelle répercussion sur la vie des... Recommandation, ce n'est pas encore, on ne peut pas légiférer comme un parlement ordinaire. Pour contrôler qui? Pourquoi contrôler l'exécutif? Il n'y a pas d'exécutif. Dans l'effectivité. Comment les populations ressentent la présence de ce Parlement africain? Est-ce que ça a une conséquence directe, un impact sur la vie des communautés africaines? De façon perceptible, non. Je vais vous dire une chose. Mais c'est perceptible, non, mais ça apprend au cadre africain à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. Merci. Est-ce que je peux emprunter le vocabulaire de l'âge bureau en disant que le colonisateur a réussi à saboter les ambitions d'unité africaine? Bon, il y a des obstacles. L'impérialisme international, la mondialisation sont des obstacles. L'impérialisme international existe encore? Il existera toujours. Là, je voudrais
il y a toujours des velléités de domination. C'est lié à la nature humaine. Est-ce que l'échec de l'unité africaine n'est pas lié aux Africains eux-mêmes qui... Je ne dirais pas qu'il y a échec. Ils ne sont pas unis. Non, attention. Ils ne sont pas unis. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? En quoi nous sommes unis aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Personnellement, excusez-moi, je suis d'accord avec vous qu'on a des difficultés et même on a des tendances d'échec. Je suis d'accord avec vous. Parce que un pays ne vaut que ce que vaut sa tête. Lorsque la France, Sarkozy, a agressé la Libye, il y a une seule personne, deux personnes. La femme de Konaré qui a pu se poser la question, est-ce qu'il y a des hommes en Afrique? Ça, elle l'a posé. Et elle s'est tue là. Il y a le président Alpha Condé qui s'est déplacé pour aller dire à Sarkozy, dites ça aux Africains, nous allons régler ça entre nous. Il ne le répétera plus. Demandez-lui, il m'entendra ce soir. Vous comprenez? Pourquoi, si les Africains étaient unis, les chefs d'État étaient des hommes, comme les Sékou Touré, les Kwame, les Nasser et autres, de telles choses ne se seraient jamais produites. Et c'est pourquoi j'admire aussi un autre homme, un Guinéen. Quand on a agressé, quand il y a la pagaille au Libéria, Passine Touré était gouverneur, ministre à Zérékoré. On avait sémé la division là-bas, entre Malinké, Konyanké, chose, il a rétabli, alors qu'il a été un de ceux-là qui nous ont mis à bas, mais il a sauvé, et il a dit à un journaliste, un de vous, pour dire oui, si Sékou Touré vivait, il n'y aurait pas eu cette guerre au Libéria. Dire que l'unité africaine, nous faisons tout pour qu'elle survive. Elle continue à se former. Et c'est vous. C'est la grande ambition. Quand nous voyons l'Europe unie aujourd'hui, oui, nous, en tout cas notre génération, nous sommes un peu frustrés, n'est-ce pas? On voudrait vraiment ressembler à ces grands ensembles comme l'Union... Comme Sékou Touré, comme... Nous avons commencé... Ce que vous dites, nous n'avons pas les mêmes moyens. Notre faiblesse, c'est la pauvreté, la misère. Est-ce qu'il faut être riche pour se dire? Non, oui, mais non, il ne faut pas être riche pour se dire. Mais il faut un minimum de moyens. Non, moi je ne suis pour pas... Pour subvenir aux besoins collectifs. Vous avez dit tout à l'heure que vous admirez quelque chose en moi, c'est ma conviction. Moi, ce n'est pas là ma conviction. C'est la détermination et l'engagement des hommes. Voilà. Quand les hommes s'engageaient, pourquoi l'Europe nous aide? Pourquoi ils se battent? La Chine, l'Europe, ils se battent. Pourquoi? Parce que l'Afrique est riche. Mais Victor Hugo disait à l'Assemblée nationale française, nous ne voulons pas que nos enfants nous remplacent, mais qu'ils nous continuent. Voilà. Comment nous ne pouvons continuer cette lutte pour l'unité nationale? Est-ce que ce que vous avez posé comme jalon permet aujourd'hui de créer véritablement une unité nationale? Oui. Unité nationale, vous venez là? Non, j'ai parlé d'unité africaine. Africaine, d'accord. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Ce qui bloque l'Afrique, de façon réduite, ce qui bloque la Guinée. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème qui se pose en Guinée sur l'unité. Il y a des défis. Nous avons des difficultés à nous entendre, à dialoguer même, ce qui n'est pas normal. Bon. Alors, au niveau de l'Afrique, l'Union africaine a déjà mis en place un parlement panafricain, un conseil de paix et de sécurité, et bientôt une banque africaine qui est projetée et qui sera réalisée dans les jours à venir. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'unification, mais ça se fait par étapes. Ça ne se fera pas de but en blanc. Hein? On est indépendant depuis 50 ans. On s'est associé. Non, est-ce qu'il y a qui est à l'échelle des peuples, n'est pas à l'échelle des individus. D'accord, d'accord. Non, en fait, je voudrais sentir un certain balbutiement quand même dans la réussite de cette ambition-là. Et vous savez, les ambitions de la Guinée
le président Ahmed Sékou Touré, comme nous l'avons appelé souvent le stratège, je vous l'ai dit pourquoi. La réunion de Casa réunissait des chefs d'État, des hommes qui ont été déportés par le colonialisme. Mohamed V a été déporté à Madagascar. Il a senti ça jusqu'à sa mort. Et dire qu'on vient faire une réunion chez toi contre ce colonialisme, il a accueilli à bras ouverts. Il était content. C'est pourquoi, jusqu'à sa mort, il a dit que le président Sékou Touré était son enfant, son fils. Et quand il est mort, le roi Hassan II a offert dans l'héritage du président de son père une villa au président Ahmed Sékou Touré. Il dit c'est à part d'héritage. Le président Sékou Touré a dit bon, je vous remercie. Ce bâtiment, retournons à Addis Abeba, Elhadj. Retournons à Addis Abeba. Parlons un peu de la présence des Guinéens à Addis Abeba, à cette grande conférence des États africains. Parlons un peu de la présence des Guinéens. Parlons de Diallo Telli, qui a été élu comme secrétaire général de cette organisation. Premier secrétaire général. Comment cela s'est passé et comment ça a été accueilli par l'Afrique? C'est parce que, tout compte, c'est le président Sékou Touré qui l'a présenté. Je voudrais rappeler. Telli, Boubacar Telli Diallo était d'abord fonctionnaire au Conseil général de la OEF. Au gouvernement général de la OEF. Et puis au Conseil général, oui. Il était là. Il a eu l'expérience, il a fait le droit. Il avait l'expérience des négociations et de la marche des grandes administrations. Quand on a voté le non et qu'on a proclamé la République en 1958, le 2 octobre, Telli a été dépêché par le président Sékou Touré auprès des Nations Unies. Oui. Bon. Compte tenu de son expérience, pour qu'il puisse négocier l'admission de la Guinée aux Nations Unies. La France s'y opposait. Grâce à nos amis, nombreux amis, et l'action de Telli Diallo, nous avons été admis 82e État. Il ne faut pas oublier aussi le soutien du Ghana. Non. Oui, il y a des amis qui a parrainé. Il y a des amis. Il y en a plusieurs. Il y a la Yougoslavie. La Yougoslavie, la Chine, tout. Il y a beaucoup de gens. Bon, après, il a été question de l'OUA. C'est le président Sékou Touré qui a présenté la candidature de Telli Diallo. Absolument. Et compte tenu de son expérience, de son parcours, il a été choisi. Et il a honoré de la Guinée. Parce qu'il a eu 2 mandats. 3e mandat, on l'a éliminé. Le président l'a récupéré, il l'a mis ministre de la Justice ici. Comment il a été éliminé? Il s'est présenté, il n'a pas... Non, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est des hommes qui ont œuvré à cela. Ils se retournent aujourd'hui pour féliciter et le président Sékou Touré et Diallo Telli. C'est vrai. Jean Martin me disait hier, il dit c'est l'homme, c'est qu'il est. Hein. Ce monsieur qui parlait, c'est lui qui a fait partie de Telli. Il faut préciser que Jeanne Martin a été la première présidente de l'Organisation panafricaine des femmes. Et ensuite, elle a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette femme-là, c'est vous dire que je ne veux pas entendre que des jeunes me posent la question. Des jeunes comme toi, tu dois enlever ça et puis tout de suite se laisser dans la politique parce que vous ne ferez rien de bon ici si vous n'enlevez pas ceux-là qui vous empêchent d'aller de l'avant. C'est-à-dire que la politique, les politiciens sont toujours, il faut un renouvellement à la tête. Quand la tête reste, elle vieillit. Depuis le 28 septembre 2009, nous piétinons. Et vous ne pouvez pas parler de la Guinée sans que à la maison ça ne va pas. Très de belles idées, révolutionnaires, je ne dis pas réactionnaires. D'accord. Doyen, j'ai envie qu'on revienne un peu à Diallo Telli. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre Telli Diallo et Sékou Touré? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne voudrais jamais parler ici pour éveiller, réveiller ou dire quelque chose qui peut salir la mémoire de quelqu'un.
Ça, je me refuse. Mais c'est pas dans le cas de service à mémoire. Parce que dans tous les cas, si je vous dis qu'il a fait ça, il a fait ça, c'est quoi fait ça, fait ça. Alors, c'est pas bon pour moi. Alors que peut-on retenir de ce terme? L'un et l'autre L'un et l'autre aura fait quelque chose pour ce pays. Parce que je disais, Téli était un bon commis. Un bon commis, pas un bon politique. Mais un très bon commis. Qui a si organisé l'intérieur, l'administration de l'OUA, à tel ancien cas des moments où des chefs de canton, des chefs de canton, des chefs d'État se disaient, est-ce qu'il ne veut pas se mettre comme un super président? C'est vrai. Je vous assure. C'est vrai. Parce que ces initiatives, quand il les prenait, parfois il les faisait passer, sans qu'ils se réunissent. L'homme était dynamique, bouillant. Intelligent. Ah, je vous dis, non, quelqu'un m'a dit qu'il n'était pas instruit, mais qu'il était intelligent. Vous pouvez lire ce livre-là devant Téli, le matin, le soir, il vous résume, il vous met ça sur la table. C'est un de ses maîtres qui m'a dit ça. Bon, maintenant, vous voulez me dire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, vous permettez? Là, je peux peut-être venir. Là, si on arrive à l'expliquer. Je ne veux pas en parler, parce que je ne dirai pas ce que si mon parti a eu tort, je ne le dirai pas. Boubacar Téli Diallo était du PDG. Non, il n'était pas du PDG. Il n'a jamais été du PDG. Non, il est venu comme fonctionnaire. Il n'a jamais appartenu à un organisme du parti. Oui, mais quand il est rentré en Guinée, tous les Guinéens étaient du... Oui, mais on pouvait être du parti. On peut parler parti, comme vous parlez aujourd'hui de réactionnaire, sans être réactionnaire. On peut parler parti sans être militant. Je voudrais rappeler une chose. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes victimes de l'intelligence et de la technostructure en Guinée, notre pays. C'est-à-dire, les têtes bien pensantes sont malveillantes vis-à-vis du pays. Je peux vous rapporter un témoignage. Quand j'étais directeur général des services de l'information, je l'ai été en 2 ans, même pas, décembre 1976 à février 1978. Je travaillais tous les soirs avec le président Sékou Touré. Quand je venais déposer les nouvelles censurées, il me gardait pour corriger le discours. Mais en fait, c'était pour me permettre de le connaître. Il voulait me mettre dans une mission plus importante, à Paris. Donc, il m'a donné l'occasion de le connaître, et lui aussi de me connaître. Tous les soirs, donc, un jour, un samedi soir, il y a un ministre qui vient. J'étais pressé de partir parce que c'était samedi soir, je voulais rejoindre mes camarades. Il m'a dit, assois-toi. Donc le ministre était un peu embarrassé, il a fait son compte rendu au président. Après, en partant, il a tendu une cassette au président. Il dit, voici un de vos amis. Puisque vous ne comprenez pas, vous approchez des gens qui veulent vous assassiner. Il dit, voici un des traîtres. Il faut écouter la cassette. De qui s'agissait-il? Attendez. Le président a pris la cassette. Il a tenu la tête comme ça quand il est parti. Après, il m'a dit, ce monsieur est très méchant. Il me dit, c'est comme ça qu'ils ont tué Téli Diallo ici. Ils ont tué Karim Bangoura. Ils ont tué Karim Fofana. J'ai été mis devant le fait accompli. Devant les hommes et l'histoire, je vais assumer. Mais devant Dieu, chacun de nous répondra de ses actes. Il va te coucher. Il était minuit passé. Je témoigne de cela devant l'histoire. Je ne dirai pas le nom, parce que je ne veux pas créer de problème pour la génération montante. Je ne veux pas du tout. Est-ce qu'en résumé, on peut dire que Sékou Touré n'était pas au courant de la... Beaucoup de choses qui se faisaient à son insu. Il y avait des règlements de compte. Non, je vais vous... Maintenant, il y avait des règlements de compte. Hein. Des fois, on a assassiné quelqu'un pour des motifs légers, une question de femme.
Non, écoute, ça va. Beaucoup de choses. Alors dites-nous les raisons pour lesquelles Télé Diallo a été emprisonné. Attendez, s'il vous plaît. Je vous assure. Lui-même, c'est un professeur, il n'est pas politique. Vous comprenez? Lui-même, il ne l'est pas. Il me disait, quand vous êtes allé le voir, il disait qu'il préparait quelque chose, c'est-à-dire sa rentrée dans la politique. Et moi qui vous suis devant vous ici, j'ai fait 3 mois, 10 jours au Cambouaro. Vous comprenez? Moi j'ai fait 6 jours. Mais moi, j'ai fait 3 mois, 10 jours. Attendez, c'est pas la même chose. C'était normal que vous fassiez ces... Non, c'était normal, hein. Parce que j'ai fait quelque chose qui était punissable à l'époque et qui ne l'est pas aujourd'hui. Ah bon? Oui. Qui était punissable à l'époque. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un a été... Je vous le dis tout de suite pourquoi. Oui. J'ai donné une auto... J'étais directeur de cabinet en Zérécoré. Sans savoir ce qu'était l'homme, je lui donnais un laissez-passer pour aller en Côte d'Ivoire. C'était normal. Quand il est parti, il n'est plus revenu, il nous a insultés là-bas. Il a été prouvé que j'ai donné le laissez-passer. C'est que toute chose était interdite avant, à l'époque. Aujourd'hui, c'est bon. On m'a pris, on m'a mis en prison. Je ne sais pourquoi. On vous a privé de votre liberté. Non, mais parce que je méritais ça ce jour-là. Ah. Vous comprenez? Alors, pardon, vous ne me faites pas passer comme ça. Dans ma cellule, j'ai prié pour le président Sectoré. Et quand on est en prison, demandez à tous ceux tous les marabouts, tous les religieux, quand vous êtes en prison, privé de votre liberté pour 6 jours, 1 jour, 1 mois, tout ce que vous demandez à Dieu, si vous avez le cœur pur, Dieu vous exauce. J'ai demandé qu'il ne soit pas, mais que tous ceux qui ont machine de près ou de loin payent. Je ne vous dirai pas le compte. Celui qui m'a interrogé, le commissaire qui m'a interrogé le lendemain, quand on m'a libéré, le président m'a dit sur mon bureau, je m'excuse. C'est le seul mot. Je n'ai rien dit, parce que a dit Victorio, ce qui grandit l'homme l'apaise. Je me suis tué. 10 ans après, le commissaire qui m'a accueilli au Cambouaro a dit à mon ami, m'a dit, il dit Bureau, dites à Bureau de ne pas se plaindre, de ne pas pleurer, de ne rien rompre. Tous ceux qui ont tant peu soit-il dans son arrestation sont partis et morts à la corde. Voilà ce que Dieu fait. Je vous remercie. C'est un peu douloureux, difficile de parler de ce qui s'est passé au Cambouaro. Ce n'était pas le sujet. Et aujourd'hui, 50 ans après le rassemblement des Africains, des responsables africains à Addis Abeba, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de la Guinée? Je voudrais, il va terminer mon fils. Moi je voudrais dire tout simplement que tous les Guinéens, d'abord, toutes tendances confondues, jeunes ou vieux, tout Guinéen doit être fier de l'action que la Guinée a menée pour libérer l'Afrique et contribuer efficacement à la mise en place de l'institution. Cette satisfaction morale, chacun de vous doit l'avoir. Chacun a contribué. Et ça a été la fierté de chaque Guinéen, même de ceux qui nous insultaient dehors, ils étaient admirés, et on les respectait à cause de ça. Ils témoins. Même ceux qui nous insultaient, j'ai dit, pendant que Alpha était président de la finance de route là-bas, il disait unité africaine. Le président disait unité africaine. Les deux se sont rencontrés, machinés, les idées. Et on dit partout. Lisez-moi, s'il vous plaît, je vous prie, avant de lire cette chose, il n'a qu'à donner lecture de cette résolution. Ouais. Non, on va essayer de voir comment la postérité peut dire ça après. Mais il a 50 ans après, quel espoir il y a aujourd'hui de réussir l'unité africaine? J'ai dit que la conscience d'abord des responsables africains. L'unité de l'Afrique est un impératif qui s'impose à chacun de nous. Si nous voulons survivre, si nous voulons nous développer, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Sinon, les impérialistes contemporains vont nous emporter. Vous êtes resté le révolutionnaire que vous étiez. Il y a des impérialismes qui subsistent toujours.
Non. Le monde a toujours été Je suis comme ça. d'accord avec toi. C'est dans l'esprit, dans la mentalité de l'homme que de dominer. Nous avons des ressources, on a la main-d'œuvre, donc les gens ne demandent pas mieux que cela. Il n'y a qu'à avoir un peu de la structure du commerce international. Est-ce que nous comprenons, il y a, comme vous le dites, l'impérialisme international, mais est-ce que nous-mêmes nous comprenons nos responsabilités? Est-ce que nous comprenons les défis de notre présence dans le monde? Je parle de la conscience des responsables. Ceux qui sont conscients luttent obstinément à la réunification de l'Afrique. Maintenant, il y en a qui ne sont pas très conscients, qui privilégient, comme on dit, l'avoir, et qui, eux, sont là pour la forme des choses. La génération montante doit être conscientisée. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La tendance, c'est toujours de l'enrichissement. Oui. Les jolies cravates. Les jeunes veulent s'enrichir le plus vite que possible. Les objectifs politiques, les motifs politiques sont plus ou moins abandonnés. Et quand on les prend en considération, c'est pour s'en servir comme tremplin. Ce qui est dommage. Par rapport, peut-être dernière question à mon niveau, Eladj, par rapport à cette unité africaine, qu'est-ce que vous pensez des propos du président tunisien récemment qui parlait d'une cour constitutionnelle pour l'Afrique? Par exemple, par rapport aux chefs d'État qui font des mandats prolongés. Je trouve normal que l'on soit jugé en Afrique ici par nous-mêmes, plutôt que ce soit à La Haye. Demain, l'Afrique, un seul pays. Demain, l'Afrique unie. Demain, l'Afrique plus responsable. Merci de votre présence sur ce plateau. Madame, Messieurs, nous étions donc avec des témoins de notre histoire pour visiter un peu quelques pages de notre histoire. Bonsoir.